Oh, mon timing n'est pas parfait. Pour une fois. Pour une fois. On va passer de faire des Spitfire à moteur Griffon. Ouais, surtout que je vais les montrer ce soir. Figure-toi que beau timing. Beau timing. Complètement, je vais les mettre. Spitfire. Il s'avère que je vais les montrer ce soir parce que indirectement on va en parler. Des Spitfire à moteur Griffon. Superbes avions. Y'a de ces connes. Merci mec. Oh les Basile, 66 mois, putain. Bon bah, je me rappelle pas quand j'avais fait le Typhoon. Il y a peut-être plusieurs années. Le Warbird sur le Typhoon. Et c'est vrai que c'est difficile de parler du Tempest sans revenir un peu en arrière et de parler du Typhoon. Mais attendez, j'ai oublié de mettre un joli artwork. J'avais quelques beaux artworks. Je sais pas si je pense que le Tempest est quand même un avion connu. Je pense. Ouais, bien sûr, les gens qui connaissent qui ont lu le Grand Cirque de Clusterman, c'est l'avion de Clusterman quand il retourne en opération avec la 122e escadre. Et il est basé à Volkel. J'ai justement quelques photos de Volkel aux Pays-Bas. C'est un avion en particulier, le Tempest. Il était utilisé. Il était différent. Il n'était pas utilisé comme un Spitfire. C'était vraiment utilisé comme un avion de choc à basse altitude. Et ils en ont pas fait beaucoup, justement, de Tempest. Et c'est un avion qui a connu un... Comme dit, il faut reparler du Typhoon. Oh, Seb, qui fait péter des subs aussi. Tu regardes, mec. Merci beaucoup. Vite sur ma chaîne, j'espère que tu peux te permettre de faire péter des subs. Hein. C'est que le début du mois. Hein. Faut pas avoir faim à la fin du mois parce que t'as fait péter des subs à pépé. Hein. Le J2M, ça, c'est pas un problème. Hop. Des classiques. Voilà, c'est noté. Tac. Donc ouais, l'avion a eu un développement très particulier. Déjà parce qu'il vient du Typhoon. L'Opel Blitz. Ça c'est un véhicule qu'on fera en... C'est un véhicule qu'on fera en sub-goal. Totalement. Hein. Stéphane, 48 mois. Je pense que je vais créer un nouveau format Warlog juste pour causer de logistique. Parce qu'il s'avère que j'ai quelques sujets de logistique et je pense que des camions à la con comme j'en ai souvent, ça rentre pas dans War Tanks. 48 mois, c'est pas 4 ans ça? 12, si putain, 4 ans, 48 mois. War Tanks. War Tanks, War Guns, Warbird, Warlog. Parce que j'ai un sujet super à faire sur les ports artificiels d'Aromanche. C'est un sujet qui est pas connu mais qui est incroyable. Et c'est vrai que ça serait bien que ça aille dans Warlog. Vous voyez? Un sujet de temps en temps. Et parler de logistique. Un peu fourre-tout, vous voyez? Mais ça pourrait être cool. Warlog. Donc ouais, une prochaine fois. Mais sans aucun doute. D'ailleurs là je vais me bouger le cul. J'ai sorti le bouquin. Et on va faire la bataille de Midway. Si ça prend 3 épisodes, ça prendra 3 épisodes. Mais j'ai déjà plein de trucs de près et je vais écrire mes 16 pages et je ferai en 3 épisodes s'il faut. Une fois de temps en temps, on peut faire un truc de dingue ou en 2 gros épisodes. Je vais essayer de faire ça. Je l'ai mis en sub-goal, comme ça j'aurai plus le choix. Voilà. La logistique, c'est la vie. Voilà. Le Sea Fury, mais je vais aussi en parler, le Sea Fury, parce que le Sea Fury, pas les Sea Fury, les fourrures des mers, hein, les Fury, hein, la furie des mers, le Sea Fury. J'ai quelques photos ce soir, parce que le Sea Fury est directement un Tempest plus, entre autres. Donc ouais, le Tempest, un avion assez incroyable, de presque de fin de guerre, parce que le Tempest rentre en service au printemps 44, et c'est un avion absolument monstrueux en termes de performance, en termes d'armement. Il a ses faiblesses, il a ses problèmes, comme tout avion, il n'y a pas d'avion parfait. Et on le connaît comme ça, mais normalement, il aurait dû s'appeler Typhoon 2. Hein, véritablement, à la base, il aurait dû s'appeler Typhoon 2. C'est le grand frère du Hawker Typhoon. Le Hawker Typhoon, j'ai fait un Warbird dessus. Donc lui est un avion presque
de début de guerre, le Typhoon. Il a volé pour la première fois, on l'oublie, mais en février 40. Vous vous rendez compte? Avant la bataille de France, il vole le Typhoon. Un avion sorti d'un autre âge, avec le moteur le plus puissant de l'époque, le sabre Napier. Le moteur était trop puissant pour son propre bien, puisque le moteur avait parfois tendance à se détruire tout seul, à cracher ses propres pistons. 24 pistons. Il y avait 2400 chevaux sous le capot, c'est presque 2 fois et demi plus puissant qu'un Merlin de l'époque. Le moteur est une anomalie, l'avion est une anomalie. Il a été rejeté en service au printemps 41 par la RAF. Et entre autres pour contrer l'arrivée des premiers Focke-Wulf 190 à l'été. Et l'avion a été rejeté en service trop vite pour son propre bien, avec des très gros défauts de structure, entre autres au niveau des ailes. L'avion allait trop vite pour ses ailes, et l'avion était très souvent pris de violents tremblements. Le Typhoon, malgré sur le papier un avion incroyable, dans les faits était un avion détesté par ses équipages, parce que c'était un cercueil volant, un avion extrêmement dangereux et une très bonne plateforme de tir, mais néanmoins pénalisé, handicapé par ses performances à haute vitesse. Et l'avion n'était pas fait pour opérer à haute vitesse parce que le design était mauvais, tout simplement, de l'avion, entre autres tout ce qui touche l'aérodynamisme. Ça reste un superbe avion, les Typhoon. Hein. Ils seront en service jusqu'à la fin de la guerre. Malgré l'introduction des tempestes, ils vont rentrer en service, entre autres pour l'attaque au sol. Ils resteront en service jusqu'à la fin de la guerre pour l'attaque au sol, la chasse aux tanks, la chasse aux locomotives. Donc on aura des Typhoon et des tempestes jusqu'en 45. Les tempestes, comme dit, seront des oiseaux rares. Et les Typhoon se spécialiseront entre autres dans l'attaque au sol. Et c'est vrai que le Typhoon, regardez l'épaisseur de l'aile. Vous la voyez, l'épaisseur de l'aile du Typhoon? C'est le plus gros reproche qu'on lui fait au Typhoon. C'est cette aile énorme. Et l'avantage d'avoir une grosse aile comme ça, c'est que vous pouvez mettre beaucoup d'essence et beaucoup de munitions pour les canons de vin. Le Typhoon a 4 énormes canons de vin qui envoient la sauce. Et dès 40, donc rappelez-vous, il a volé très tôt. Ils sont pas cons chez Hawker, hein. Ils ont vu les problèmes. Hein. Ils ont vu les problèmes. C'est la Royal Air Force qui a fait le forcing pour que l'avion soit mis en service. Mais c'est dès 40, dès l'été 40, chez Hawker, ils vont commencer à bosser sur une nouvelle version. Entre autres, pour corriger les défauts. Et cela, ça passe. Ils vont identifier le problème, c'est les ailes. Ils vont réduire les ailes. Ils vont être capables de réduire... Ils vont redessiner entièrement les ailes pour les rendre beaucoup plus fines. Beaucoup plus fines, beaucoup plus aérodynamiques, pour avoir moins de drag, de prise d'air. Parce que c'est justement la prise d'air à haute vitesse qui faisait que l'avion secouait comme pas possible. Et ils vont essayer de rendre l'avion beaucoup plus fin, beaucoup plus aérodynamique. Bien plus qu'un Spitfire, bien plus que le Typhoon. Donc ça va passer par... Ils vont totalement redessiner les ailes. Vous allez voir, j'ai une photo plus tard de 2 avions côte à côte. Et ils vont totalement refaire l'avion. Parce que le problème, c'est que si vous réduisez la taille de l'aile, eh ben ouais, mais les munitions, l'essence. Donc il va falloir mettre des nouveaux réservoirs dans le fuselage pour compenser la perte de taille des réservoirs d'essence. On va aussi diminuer le nombre de munitions des canons. Peut-être réfléchir à des canons plus faciles à mettre. Et n'oubliez pas qu'en plus de ça, le moteur est un problème. Oui, le sabre a des performances exceptionnelles. C'est un moteur révolutionnaire. Le problème, c'est qu'il crache ses pistons, quoi. Il crache ses pistons, le machin. Et il aime pas l'essence qu'on lui met. Il aime pas le froid. La Royal Air Force a conscience de ses problèmes. Et en 41 et printemps 42, on va avoir un appel d'offres où les mecs vont simplement dire, écoutez, et votre nouveau Tempest, votre nouveau Typhoon 2, ils vont l'appeler Tempest entre autres à cause des pilotes, hein, pour leur dire, regardez, c'est un nouvel avion, c'est pas un Typhoon. Il y a un peu d'hypocrisie, hein. C'est le Tempest, ce n'est pas le Typhoon 2. Au printemps 42, fin 41, ils vont dire, ok, il a l'air sympa, est-ce que vous pourrez mettre un autre moteur dedans? Faites-nous le proto du Tempest en mettant toute la gamme de moteurs disponibles, des moteurs les plus puissants, parce qu'il y avait justement une nouvelle génération de moteurs qui arrivait un peu équivalente au sabre. Et on va avoir quelque chose d'assez incroyable. C'est rare qu'on ait cette situation assez absurde où on va avoir 5 prototypes. À l'été 42, ça va voler de fin 42 jusqu'à printemps 43.
Ils vont... Donc, attendez, juste, voilà à quoi ressemble le sabre napier. C'est 24 cylindres. C'est comme si vous aviez quasiment 2 moteurs compactés mis ensemble. C'est un moteur absolument monstrueux, le sabre. Regardez-le. Voilà le Typhoon, le moteur du Typhoon. Donc voilà le sabre. C'est une sacrée bestiace, hein, le sabre. Le sabre hein. Et ouais, ils vont... On va leur demander de mettre dans leur... on sait que l'avion est bon potentiellement. On va leur demander de mettre tous les moteurs disponibles. On va tous les faire. Parce qu'ils sont tous uniques et assez incroyables. Voici le Mark 1. Ceci est le Tempest Mark 1. Premier prototype. Avec un moteur sabre. Vous noterez qu'il n'y a plus l'énorme radiateur dessous. Parce que le radiateur est un problème, vous pouvez vous en douter, en termes d'aérodynamisme. C'est une purge d'avoir cet énorme machin. Voici une tentative d'éliminer le radiateur en utilisant une technologie... Voici un 2 Havilland Mosquito. Le 2 Havilland Mosquito utilise ce qu'on appelle des radiateurs d'aile. Vous les voyez, les radiateurs d'aile, là? C'est un moyen d'éviter des trop grosses prises d'air au niveau des moteurs et d'éliminer peut-être un petit peu trop de drag au niveau des moteurs. Et ils vont essayer de faire pareil. Je vous remets la photo du Mark 1. Regardez où sont les prises d'air. Ils ont essayé de déplacer le radiateur dans les ailes. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est pris au printemps 43. On a du mal à croire que c'est un Tempest. Pourtant, c'en est un. C'est le Tempest Mark 1. Très très bonne performance, mais ils en étaient pas contents quand même. C'est un moteur sabre. C'est le même moteur, à pas grand chose près, que le Typhoon. Mais les prises d'air, les radiateurs sont sur les ailes. Voilà. C'est un beau joujou. Il avait d'excellentes performances. Hein. Et le machin volait à plus de 700 km/h. Ils étaient très contents des perfs, surtout au niveau de l'aérodynamisme. Mais ça posait encore d'autres problèmes. Ils n'étaient pas contents de leur système de radiateur. Voilà. Donc ouais, pas mal. Ça, c'est le Mark 1. Voici le Tempest Mark 2, équipé d'un radial, donc un autre moteur, le Bristol Centaurus. Cet avion est important. Voici le Tempest Mark 2. De tous les Tempest qu'on va voir, c'est celui qui se comporte le mieux. C'est le meilleur de tous les prototypes. Vous allez me dire, mais pourquoi alors c'est pas l'avion qu'on connaît? Il y a une explication logique à cela. Voici le Tempest Mark 2. En moteur Pegasus, en moteur Bristol Centaurus, pardon. Il est incroyable. Hein? Il est... Le proto est... Le problème, c'est que le Bristol Centaurus a aussi ses petits soucis. Va falloir lancer les chaînes de montage. Et la Royal Air Force... Ok, l'avion est exceptionnel. Mais on en veut 1000 en un an. Ok, voilà. On reparlera de cet avion, d'accord? Non, ça c'est moi. Ah, pardon, faut que j'arrête. On reparlera de... coûter trop cher. Non, l'argent n'est pas un problème en temps de guerre. Il faut penser en... Quand vous pouvez nous en amener. Combien de temps pour en faire. Complexité. L'argent n'est pas tant que ça un problème. Et vous avez... Donc ça, c'est le Tempest Mark 2. On reparlera de cet avion. Et vous avez, regardez, le Tempest Mark 3, équipé d'un Rolls-Royce Griffon. Vous avez aussi le Tempest Mark 4 après, on va reparler, qui est aussi équipé d'un Griffon. Donc on a 2 prototypes de Tempest, le Mark 3 et le Mark 4, qui sont équipés de moteurs Rolls-Royce Griffon. D'ailleurs, Basile m'a demandé, est-ce que tu pourras parler des Spitfire équipés sur Griffon? Donc voilà les Spitfire, voilà le Spitfire Mark, ça c'est le Mark 14, sur Griffon. Un des problèmes, ils étaient aussi très bons, les Tempest Mark 3 et Mark 4 sur 2 modèles de Griffon différents, étaient très bons. Le problème c'est qu'ils court-circuitaient la seule chaîne de montage de Griffon qui était pour Spitfire. Et la Royal Air Force a dit, ouais mais le problème c'est que si on prend le Tempest Mark 3 ou Mark 4, on va être dans la merde. Parce que ça va baisser la disponibilité des moteurs pour le Spitfire. Donc ils ont dit,
on va écarter le Tempest Mark III et le Mark IV simplement à cause de la disponibilité du moteur. Il en reste plus qu'un. Le pire, le Hawker Tempest Mark V. Regardez-le s'il n'est pas beau. Il n'a pas encore sa bulle. Sa bubule, ça c'est le prototype. Ils ont mis le même moteur que le Typhoon. Ils ont remis le sabre Napier. Bah ouais les mecs. Ils se sont dit, on va quand même tester le Typhoon avec le même moteur. Le Typhoon qui s'appelle Tempest. Mais avec le même moteur que le Typhoon. Voici l'avion qu'on connaît, qui est le Tempest Mark V. Donc le Tempest Mark V, si on l'appelle Mark V, et c'est celui-là qui va rentrer en service et qui va être construit à 1300 et quelques exemplaires. Ou non, il va être fait à 800 et je crois qu'au total, ils sont à 1300 avec tous les Tempest mis ensemble. Donc les Tempest, c'est toute une série d'avions. Celui qu'on connaît le plus, c'est lui. C'est le Tempest Mark V. C'est celui-là qui va rentrer en service, qui n'est rien d'autre que le Typhoon redessiné, Tempest, avec le même moteur que le Typhoon. Là, alors, vous allez me dire, mais Pépé, pourquoi ils ont pris le moteur du Typhoon qui posait un problème? Déjà, Napier a fait d'énormes efforts sur le moteur. Pour faire simple, le moteur du Typhoon a tellement été retravaillé que, après quasiment 4 ans de boulot, il a commencé à devenir fiable. Il a arrêté de cracher ses pistons. Mais il était encore très capricieux, le Napier. Et surtout, la raison, c'est qu'ils avaient... Le Tempest est un besoin d'urgence. Ils ont désespérément besoin de remplacer le Typhoon, ou en tout cas d'introduire un nouvel avion plus fiable que le Typhoon. Et il s'avère que ils n'ont pas pris, rappelez-vous, ils n'ont pas pris le Tempest 2 à cause du moteur. Le moteur n'était pas encore optimal, n'était pas encore prêt, sans chaîne de montage, le Bristol Centaurus. Alors que le sabre Napier a déjà des chaînes de montage, les mécanos connaissent l'avion, tout est prêt pour accueillir cet avion, malgré les problèmes du moteur. Il est considéré comme un avion de transition. Le Tempest Mark V qu'on connaît, le Tempest, notre Tempest est considéré comme un avion de transition en attendant l'arrivée du Tempest 2. Pour la simple et bonne raison que le Tempest 2, ils vont commander les deux. Ils vont commander de façon urgente le Tempest Mark V et ils vont demander à Bristol Centaurus de résoudre les problèmes du moteur et de lancer une chaîne de montage pour préparer l'arrivée du Tempest 2. Les premiers exemplaires du Tempest 2 arriveront en avril 45. C'est con, hein. Et c'est vrai qu'on oublie que le Tempest Mark V est un petit peu un accident de ouais, il y a mieux, mais au moins il est pratique, on a déjà les moteurs, tout est prêt, les mécanos savent l'utiliser. On va juste on va se démerder pour que ça tourne, quoi. Voilà, hein. Donc comme je dis, ils ont redessiné. Il est pas facile de faire la différence entre un Typhoon et un Tempest. Néanmoins, ça se voit, entre autres aux ailes, à la dérive arrière. Donc là, vous avez un Tempest. Là, vous avez le Typhoon. On voit que la dérive est plus grosse. Les ailes sont plus rondes sur un Tempest, plus rondes, plus fines. Mais c'est vrai que de loin, ça va pas être aisé de faire la différence entre un Typhoon et un Tempest. Et ils ont le même moteur. Hein, ils ont un peu plus long, absolument. Il est un petit peu plus long, entre autres, parce qu'ils ont dû caler des réservoirs d'essence qui, avant, sur le Typhoon, étaient dans les ailes. Ils ont dû les mettre dans le fuselage. Donc, ils ont étiré un peu l'avion pour, entre autres, caler plus d'essence dans l'avion. Voilà. Donc, c'est un Typhoon entièrement redessiné pour être capable de mieux supporter les contraintes à haute vitesse. C'était vraiment un des gros défauts du Typhoon. Et il s'avère que le Tempest fait ça superbement. Il est superbe, le Tempest. D'accord, il a quelques défauts, hein, entre autres avec son énorme radiateur. Mais c'est un... et voilà, vu du dessus, hein, là où le Typhoon ressemble un peu à un Focke-Wulf 190. Regardez, si je vous mets une photo comme ça, on pourrait presque voir un Focke-Wulf 190. A contrario, le Tempest ressemble plus à un Spitfire. Avec des ailes plus fines, plus rondes. Et on a deux avions, mine de rien, qui se ressemblent beaucoup, mais quand on les voit en détail, sous des angles différents, ils sont extrêmement différents. Mais ils ont
ils ont la même gueule. Et ils ont le même moteur. Ils partagent le même moteur. Donc en tout cas, ils vont être capables, dès l'été 43, de commencer à lancer des chaînes de montage. Rappelez-vous, c'est pratique, hein, il y a déjà le Typhoon qui est là. Donc les chaînes de montage avec le moteur, elles sont déjà à pleine balle. Là où, vous imaginez s'ils avaient choisi le Typhoon 2, ils auraient eu un trou énorme de quasiment 1 an et demi de disponibilité d'avion. Parce que les premiers exemplaires du Tempest 2 sont arrivés en avril 45. De dessiner des bandes blanches et noires, ça pourrait être des équipes au sol. Dessiner des bandes blanches et noires? Bonne question. Je sais pas. On parle pas des 3 bandes blanches du débarquement, hein. Mais ouais, il ressemble à un Focke-Wulf, hein. Le Typhoon, je suis désolé, les ailes du Typhoon. Les ailes du Typhoon sont identiques à un Focke-Wulf 190, hein. Peut-être un petit peu plus longue. Mais l'avion ressemble énormément à un Focke-Wulf. Et ouais, la Royal Air Force va recevoir ses premiers exemplaires de test. La Royal Air Force avait une escadrille spéciale de test. D'accord? C'était les mecs qui testaient les avions. Donc c'était... Vous avez d'abord tous les protos avec les pilotes d'essai. Et après, on envoie les avions dans cette escadrille spéciale de test. Et ça va être testé. Et les avions, les mecs vont dire ok, c'est bon. On valide. Envoyez la sauce. Et comme je dis, ils volent, ils corrigent tous les défauts du Typhoon, tous les défauts majeurs du Typhoon. Là, vous le voyez d'ailleurs avec sa bubule. Vous voyez la bubule là? Regardez le prototype de 1942. Tempest Mark 1. Non, ça c'est le... Non, je veux le Mark 5. Vous voyez? Ça c'était l'ancien cockpit du Typhoon. Et ça a été remplacé comme sur le Mustang d'ailleurs. Vous avez cette superbe bubule de verre qui amène quand même une vision assez folle par rapport à l'ancien modèle. Et ouais, ils vont commencer à recevoir la première escadrille semi-opérationnelle va l'être en avril 44. Donc c'est un avion qui est tardif quand même. Et rappelez-vous, c'est un avion de transition, hein, en attendant le Tempest 2. Donc c'est vrai qu'on oublie que le Typhoon qui a vraiment de la gueule n'est rien d'autre qu'un avion un peu... ouais, bon, on le prend parce que l'autre n'est pas prêt, quoi. Et c'est vrai que les photos sont magnifiques. Hop là, regardez ça. Donc là, c'est une des premières escadrilles à être convertie. Ça va être des Néo-Zélandais d'ailleurs, qui volaient sur Typhoon. Il va être conseillé de dégager le Typhoon pour le remplacer par le Tempest. Parce que les pilotes de Typhoon, bon, il valait mieux avoir un Typhoon qu'un vieux Hurricane modifié pour l'attaque au sol. Mais les Typhoon, bon, ils étaient aussi... ils étaient pas très aimés quand même par leurs équipages. Et c'est vrai qu'ils vont immédiatement remplacer certaines escadrilles qui étaient sur Typhoon, les faire basculer sur Tempest. C'est du plexiglas, hein. Il me semble que c'était du plexiglas, les cockpits, les bubules. Hop là, regardez ça. Magnifique. Donc là, regardez! Vous avez un des premiers Tempest de série. Où est le Tempest? Où est le Typhoon, les mecs? Vous avez donc les Neo-Z, là. En pleine transition, ils font voler un Tempest avec un Typhoon. Pas facile, hein, de faire la différence, hein. Il y a des différences majeures, quand même, au premier coup d'œil, quand on sait. Le Tempest est à droite, absolument. Vous pouvez voir à la dérive. Vous voyez, la dérive du Tempest est plus grosse. Vous pouvez voir aussi aux ailes. On voit que les ailes du Tempest sont plus rondes et fines que celles du Typhoon. Les canons. Le Typhoon a des Hispano beaucoup plus longs, donc c'est le même calibre. Mais le Tempest va recevoir des canons modifiés, plus pratiques, qui vont mieux rentrer dans l'aile. L'hélice aussi, absolument. Et c'est deux avions différents. C'est son grand frère. C'est son grand frère, mais on voit quand même, on voit qu'il y a un air de famille, quoi. Hein. Et c'est le même moteur. C'est le même moteur avec les mêmes problèmes. Il a des problèmes, le Tempest. Il a des problèmes déjà avec son moteur. Napier, ils ont passé quasiment 3 ans à essayer de résoudre les problèmes du Typhoon. Ils sont pas cons, les mecs. Hein. On leur disait, les gars, votre moteur se désintègre en vol. Ils ont passé 3 ans à bosser comme des tarés pour résoudre les problèmes de moteur sans trop l'améliorer. Le Tempest n'a pas de compresseur. C'est un souci, hein. Le Tempest n'a pas de compresseur. Ce qui fait qu'au-dessus de 6000 mètres, c'est un veau. C'est un excellent avion dessous 6000 mètres
peut-être un des meilleurs de la Seconde Guerre mondiale en termes de ratio manœuvrabilité, puissance de feu, puissance. Au-dessus de 6000 mètres, c'est un veau. Ses performances chutent de façon catastrophique à cause du manque de compresseurs. Les soviétiques auront aussi les mêmes problèmes sur beaucoup de leurs avions. Et c'est vrai que ça a posé problème dans son emploi. Donc il était vraiment considéré comme un avion lourd d'assaut, excellent en combat aérien aussi, très maniable. Mais on le faisait pas voler à haute altitude, il n'était pas là pour faire de l'escorte de bombardier. Vous verrez jamais des Tempest faire de l'escorte. C'était du gâchis, il y avait des Spitfire pour ça. Le Tempest est un avion d'attaque. Une terrifiante plateforme de tir avec ses 4 canons de 20. Même s'il y a moins de munitions dans le Tempest que dans le Typhoon, à cause des ailes beaucoup plus fines. À l'époque, c'était important de voler aussi haut, bien sûr. Bien sûr. La guerre à l'ouest, pour les Allemands, les forteresses et les B-24 volent à 9000, 10 000 mètres d'altitude. Faut aller les chercher. Les Allemands vont avoir des gros problèmes aussi avec les performances de leur avion à très haute altitude. Ils vont créer des gammes d'avions comme les Ta-152, des avions exceptionnels à haute altitude. Et on va avoir toute une guerre à haute altitude. Le Mustang était très bon à haute altitude, mais il lui manquait des longues ailes. Ces ailes étaient un problème. Il vous faut y a moins de portance à 10 000 mètres. Il vous faut des grandes ailes encore plus haut si vous montez à 11 000, 12 000 mètres. Là, on parle vraiment d'une guerre hautement technologique. Et c'est vrai que le Tempest n'est pas fait pour ça. Le Tempest, il est fait pour avoir le cul au sol. Et voilà. Les rivaux du Tempest, Focke-Wulf, les D9, des Messerschmitt 262 en maraude, un bon pilote de Bf-109K, avec l'axial de 30, peut casser du Tempest. À la fin de la guerre, le 109 est encore un terrifiant dogfighter. Même si, en termes de performance pure, il est largué par pas mal de ses contemporains. Mais ouais, il peut être mangé par... les Allemands ont de quoi répondre au Tempest. Donc ouais, on a... regardez ça, c'est les premières conversions. Donc là vous avez l'avion à les bandes, entre autres du débarquement, puisqu'on est au printemps 44. Il arrive pile poil, même s'il sera jamais basé en Normandie. Ils opéreront directement depuis le Kent à Newchurch en juillet 44. Ils vont arriver pile poil. Regardez, pour les V1. Les V1, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un Warbird dessus. Incroyablement rapide. Donc c'est les premiers drones, vraiment les V1 drones opérationnels. Et les V1 posent problème à la RAF parce que ils n'ont pas d'avion capable de les rattraper en vol horizontal. Donc ils vont rusher certains de leurs modèles, les Gloster Meteor. Les premiers Gloster Meteor avaient suffisamment de punch pour aller attraper les V1 et les Tempest. Il s'avère que les Tempest, avec leurs 700 km/h, peuvent sans problème aller chasser les V1. Bon là, je vous ai mis... non, ça c'est encore quand ils sont en stand-by. C'est un gros avion, hein. Le Tempest, vous ne me prenez pas, il est énorme le Tempest. Hein. Par rapport à un Spitfire ou un 109, c'est un molosse, hein, le machin. Hein. Voilà. Hein. Ils n'ont jamais essayé de changer la motorisation du Tempest. Si, il y a le Tempest 2 qui arrive en Bristol... putain, j'oublie toujours le nom du moteur. En Bristol Centaurus, il y a le Tempest 2 avec un nouveau moteur qui arrive. Parce que le sabre ne satisfait pas, tout simplement. Le sabre a aussi des problèmes, il n'aime pas le froid. Quand vous opérez le Tempest ou le Typhoon en hiver, il vous faut des putains de groupes de préchauffage, quasiment toutes les heures. Donc si vous laissez vos avions dehors, dans le froid, à des températures négatives, vous devez avoir des mecs, toutes les heures, qui viennent chauffer le moteur. Parce que le moteur sabre, n'aime pas le froid. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous pouvez pas le laisser dans le froid. Et ça pose problème quand vous opérez sur le front de l'Ouest, sur des terrains de fortune ou sur des terrains que vous venez de prendre, où il n'y a aucune logistique, aucun hangar, des hangars chauffés, au secours. Et c'est vrai que... ouais, absolument. Pour la chasse au V1, il lui mettait de l'essence à 140 ou 150 d'octane, je crois. Et il s'avère que le sabre n'aime pas non plus certaines essences trop riches. Il le démarrait avec une cartouche explosive à l'ancienne. C'était un moteur très compliqué en termes de logistique, de mécanique, incroyablement puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de s'en débarrasser quand ils ont fait la transition avec sur le Tempest. Sauf que
Les autres moteurs n'étaient pas assez aboutis, entre autres le Centaurus de Bristol, et ils se sont dit, bah tant pis, on va le garder. On va le garder parce qu'il est quand même pratique, on sait l'utiliser, on connaît ses défauts, et voilà. Donc ça, regardez, ça c'est une photo, c'est un Spitfire ça. Ça ressemble pas à un Tempest. Je pense que c'est un Spit. Et c'est un Spit qui chasse un V1. Et regardez, on n'a pas beaucoup de photos d'attaques comme ça. Pourtant, il y en a beaucoup qui ont été abattus par des avions. Mais ça se passait toujours à très haute vitesse. Il y avait aussi la tactique d'aller à côté du V1 et de le déséquilibrer avec l'aile. Très risqué parce que le V1 pouvait péter en vol. Il y a quelques pilotes qui seront tués comme ça. Et là, il est en train de... Ouais, on est... Ça envoie la sauce. Je pense que ça, c'est peut-être une rafale qu'on voit là. Mais je pense pas que c'est un... Je pense pas que ce soit un Typhoon. Donc ouais, voilà un petit peu à quoi les premiers Tempest vont être utilisés. On l'utilise aussi pour la chasse maritime au début, pour chasser les bateaux allemands, le cabotage et compagnie. Comme dit, c'est un superbe avion d'attaque au sol. Les 100 premiers exemplaires sont pas modifiés pour avoir des réservoirs largables d'essence, ni de bombes. Mais ils pouvaient aussi prendre des roquettes, mais jamais vous verrez un Tempest avec des roquettes. C'est les Typhoon qui faisaient ce boulot. Les Tempest, généralement, vous leur mettiez des réservoirs supplémentaires pour aller chercher très loin dans la profondeur. C'est un avion qui, avec sa vitesse, il a une vitesse exceptionnelle, le Tempest, d'accord? C'est un des avions les plus rapides de sa génération à moteur à hélice. Et vous l'envoyez le plus loin possible pour aller chasser, pour aller mitrailler les bases allemandes, chasser la locomotive. Il va devenir un tueur de véhicules, de locomotives, plus qu'à proprement parler un avion de combat aérien, même s'il était aussi très très bon. C'est juste qu'il n'y a plus d'avions allemands en 45 non plus. Hein. Les avions allemands sont assez rares. Donc ouais, c'est compliqué de trouver des avions allemands en 45. Et ça, très belle photo. Le briefing directement sur la dérive de l'avion. Donc vous voyez bien la large dérive. Il est gros, hein, il est massif, hein. J'ai raté quelque chose. Oh bah on cause... voilà. On cause du Tempest. Donc ouais, c'est un très très gros avion. Ça pose problème à l'atterrissage aussi avec le radiateur. Vous avez vu le gros radiateur dessous? À l'atterrissage, très peu de vision pour le pilote. Atterrissage sur le ventre. Le radiateur, l'hélice, tout ça est un énorme problème, même si avec sa masse, Klosterman nous dit qu'il avait une fâcheuse tendance à capoter sur terrain meuble, entre autres à cause du poids du merdier. Et dès que ça tapait, l'avion se retournait facilement. Et ouais, après, ils vont leur mettre des drop tanks. Hein. Donc, à partir de... Dès qu'ils vont basculer sur des nouvelles variantes, ou en tout cas des améliorations ouais, je crois qu'au bout de 120-130 exemplaires, sur le Mark V, on peut lui mettre des bombes. Donc, techniquement, il peut prendre des bombes de 230 ou 240 kg, ou alors une carrément de 500. Il a les crochets pour les bombes, mais ça encore, c'est rare. Hein. On l'utilise... Ces canons de 20 mm... était généralement préféré pour l'attaque au sol. Et là, regardez-le, il est beau, hein. Ça, c'est sûrement pris peut-être au printemps 45. Ou ouais, printemps 45 peut-être. Mais vous avez, ouais, ce que j'appellerais un Tempest tardif. Il est superbe. C'est un monstre, hein. C'est un très très gros avion. Hop là, ça c'est pris en Allemagne en 45. Hop là. Donc c'est un avion très particulier, hein. Comme je dis, c'est un avion de première ligne. C'est un avion de choc de première ligne. Il est là pour profiter de sa vitesse et de ses canons de 20 pour aller taper tout ce qui traîne. Toutes les cibles sont bonnes à prendre. On l'utilisait pour aller taper les 262. Ils vont développer toute une série de tactiques, ce qu'ils appelaient la chasse au rat, pour aller mitrailler les bases d'où décoller les 262. Les 262, ils étaient impossibles à intercepter en vol. Donc là où ils étaient le plus vulnérables, c'est au décollage et à l'atterrissage. Donc les mecs vont mettre au point toute une série de doctrines pour aller directement choper au radar, attendre que les 262 reviennent, et puis les choper à l'atterrissage. De la chasse libre, absolument. Les Tempest faisaient de la chasse libre majoritairement. C'était, comme dit, ils sont pas là pour escorter, ils font de la chasse libre. Avec tous les problèmes, entre autres, que ça peut impliquer. Regardez, ça, c'est Volkel.
Vous vous rappelez quand je vous disais qu'il avait besoin de groupes de préchauffage en hiver? Regardez la gueule de Volkel. C'est un terrain en Hollande d'où opéraient plusieurs groupes de Tempest, dont toute la 122e escadre. Regardez la gueule du terrain. Vous imaginez ça en hiver? Dans la tempête de neige, en pleine nuit? Tous les mécanos se relayaient toutes les heures pour aller pour allumer les groupes de préchauffage, pour garder les moteurs chauds. Ça vous dit un peu le... C'est pas acceptable au niveau logistique. Et ça c'est le moteur. Le sabre, qui a qui est une peste en termes de log et pour entretenir pour les mécanos en fait. Hop là, pareil. Là encore, sûrement du tardif avec les réservoirs supplémentaires. C'est un bel avion. Hein. C'est un superbe avion. Volkel, regardez la taille de l'hélice. On a du mal à apprécier la taille du Tempest. Si je vous mettais un 109 à côté, si je vous mettais un BF 109 à côté, vous seriez là, ah ouais, il est rikiki. Il y a eu des Tempest équipés de radar, je crois pas. Non, tu sais, un radar à l'époque, c'est des... il te faut déjà du biplace généralement pour avoir un radar. Ouais, c'est un chasseur lourd, littéralement. Il a des airs de Sea Fury. Et si je te disais que le Sea Fury est un Tempest 2? Le Sea Fury est un Tempest 2. Donc ouais, matez un peu le monstre. Alors là, malheureusement, j'ai pas trouvé de photo, mais c'est sûrement l'avion qui a détruit le plus de locomotives en Allemagne au printemps 45. C'était leur site préféré, au point que les Allemands planquaient les contrôleurs radars allemands planquaient les trains dans des tunnels et tout ça. Ils avaient développé tout un système pour protéger les trains dès qu'il y avait des tempêtes dans les airs, parce que les tempêtes étaient insaisissables. Rappelez-vous, hein, c'est un avion qui, à pleine puissance, il est à 700 km/h. Il est compliqué à attraper, très compliqué. D'ailleurs, la flak homologuera sûrement le plus de tempêtes que la Luftwaffe. Klosterman en parle beaucoup de la DC allemande, justement. Parce que ils se frottaient tout le temps à la DC allemande. Ils allaient mitrailler des aéroports, ils mitraillaient des locomotives qui étaient systématiquement protégées, et tout ça, dans des kill zones bien délimitées. Ils allaient mitrailler les convois, la logistique et tout ça. Et c'est vrai que les pilotes de Tempest avaient plus peur de la DC allemande, de la flak, que de l'aviation allemande qui était, en 45, qui était rare. Très très rare. Comme je vous disais, hein, ils vont les utiliser aussi pour ce qu'ils appellent la chasse au rat. Comme disait Basile, hein, les Allemands vont être très vulnérables face à ça. Les 262, il leur faut une belle piste de plus d'1 kilomètre de long pour décoller. Donc il n'y avait pas beaucoup de pistes d'aussi belles pistes. Et c'est vrai que les Allemands vont être forcés de déployer des D9, donc des Focke 190 D9, des longs nez, pour protéger les 262. Quand ils décollent, atterrissage, décollage. Donc à chaque fois que les mecs décollaient, il y avait des chasseurs allemands en altitude qui protégeaient pour pas qu'il y ait des tempêtes qui viennent en maraude choper les 262 au décollage et à l'atterrissage, vous voyez. C'était une abomination cet avion pour la logistique allemande. Et il tapait en profondeur. C'est pour ça qu'il était à Volkel. Par exemple, Volkel, la base aérienne, est très proche de la ligne de front. C'est moi, Armando, 40 mois. Le bully complètement. C'est le Tempest est un avion qui vient vous choper par le col et qui vous souffle son souffle chaud dans la nuque, vous voyez. C'est un avion assez infernal. Parce qu'il va très très loin dans la profondeur. Avec des réservoirs supplémentaires, il peut aller autour de Berlin et tout. Et il est insaisissable. C'est ça, c'est un avion très compliqué. Donc il n'est pas fait pour la haute altitude, il n'est pas fait pour aller se cogner aux avions allemands qui viennent attaquer les forteresses. C'est vraiment un avion de maraude, un avion de chasse libre qui traîne dans les parages en attendant de trouver une cible. Ou alors que même les opérateurs radars leur disent « Tiens, là, il y a un avion allemand qui a été repéré. » Et les mecs vont chercher l'avion, peut-être qu'ils vont tomber sur un aéroport, et puis on mitraille l'aéroport, et tout ça. Hop là. Regardez-moi ça, les lignes de Tempest. Donc c'est amusant quand on se dit que c'est un avion de transition. Que cet avion, la Royal Air Force n'en voulait pas vraiment, mais ils l'ont pris un peu parce que... ils avaient rien d'autre. le Tempest 2 qu'ils voulaient était pas prêt. Donc, on va faire avec. Et voilà. Depuis une ligne d'autobahn.
Ah, c'est un Tempest, je crois, qui va homologuer le premier Heinkel 162 depuis une autobahn, justement. Parfois, les Allemands, comme dit Klosterman, les Allemands avaient transformé l'Allemagne en boîte à surprise. Et parfois, on tombait sur des avions au niveau de nulle part qui décollaient. Et les Allemands, en effet, décollaient, avaient transformé des parcelles entières d'autobahn en aéroports de fortune. Pour jets, pour avions. Et même après, à la fin de la guerre, en avril-mai 45, on a des photos, surtout au moment du cessez-le-feu en mai 45, où vous avez des lignes d'avions. Et vous vous dites, mais c'est pas un aéroport, parce que vous voyez les lignes de marquage d'autobahn. Et en fait, ils planquaient les avions dans les forêts, à côté des autobahns et tout ça, pour les faire décoller. Tous les aéroports allemands étaient mitraillés sans cesse, bombardés, mitraillés. Donc ouais, fallait être ingénieux, quoi. D'ailleurs, ouais, Pierre Klosterman a commandé la 122e escadre. Là, vous l'avez sur son... Attendez, d'ailleurs, ouais, je vais vous remettre une photo avant qui est intéressante. Vous l'avez sur sur son Tempest. Hop là, donc c'est son témoignage sur Tempest est très intéressant, justement. Il est le premier à critiquer l'avion, tout comme à en dire les qualités. Comme dit, le Tempest est un avion remarquable. Surtout pour un avion de transition qui n'avait pas vocation à avoir une longue carrière. Vous avez vu, il est rentré en service en avril 44. C'est avril-mai, il aura un an de guerre. Un an de guerre, ce qui est pas énormément. Ils vont quand même réussir à en faire près de 800. C'est énorme, hein. 800 un an. Et ouais, c'était le bon choix de la Royal Air Force de miser sur peut-être un avion de transition avec le moteur déjà de près. Même si c'était pas du tout optimal. Voilà. Il y a eu d'autres utilisateurs de Tempest. Bah déjà, je te dis, hein, les Néo-Zélandais, les Néo-Z. En fait, comme dit, ils en ont pas fait beaucoup. D'ailleurs, je vais vous remettre une photo intéressante. Non. Non. Regardez. Elle est très intéressante, cette photo. Entre autres, vous avez toute sa dérive qui est endommagée. Sûrement peut-être un avion allemand ou de la flak. Toute sa dérive là. Vous voyez les impacts? Ça, c'est pas nominal du tout. Hein. C'est des dégâts. Et je suppose même que le cockpit a été enlevé peut-être. Parce que là, dessous, c'est peut-être aussi un impact. Mais ça a l'air trop clean pour que ce en soit un. Mais ouais, on voit derrière là. Ça, c'est des dégâts. C'est des dégâts, je pense, occasionnés par du feu allemand. Comme dit, c'est des avions qui allaient se frotter à la DC allemande, au plus près de la DC allemande, parce qu'ils étaient extrêmement rapides, justement. Mais ouais, ils perdront beaucoup de Tempest, simplement à cause de la DCA allemande. Je pense que, j'ai pas les chiffres, mais la DCA doit être le premier facteur de perte du Tempest sur son année de service. À cause de son style de combat, en fait, hein, d'aller au plus proche de la logistique et des infrastructures. Hop là. Donc ouais, au printemps 45, avril 45, regardez qui arrive. Vous le reconnaissez? C'est le Tempest 2. C'est notre Tempest 2. Ils sont parvenus, chez Bristol, à résoudre les problèmes du Centaurus. Et voilà le proto. Voilà l'avion. Et au printemps, des techniques de destruction de DCA... Tu pouvais... Non. Tu peux pas détruire la DCA parce que c'est des petits postes en fait. Par contre, tu peux essayer de la faire chier en arrivant de différents vecteurs en même temps. À très basse vitesse. À très haute vitesse. Différents vecteurs. Et essayer de la faire paniquer en lui donnant plusieurs cibles qui arrivent de différents angles. Mais tu peux pas neutraliser à proprement parler la DCA, c'est pas facile. Parce que c'est des tout petits postes planqués généralement. Qui sont même un peu en dehors de l'aéroport, et ça protège les accès. On dirait un Kissan fusionné avec un Focus 190. Cet avion, il est vraiment bizarre. Donc voilà, le Tempest 2 qui arrive. Qui aurait dû être sur le papier le vrai Tempest, ou le Typhoon 2, le vrai Tempest, mais le Mark 5 lui a un peu volé la vedette. Donc on connaît tous le Mark 5, avec son gros radiateur et tout, c'est l'avion qu'on regarde, qu'on voit depuis le début. Mais dites-vous que ça, sur le papier... Ça aurait dû être le vrai Tempest. Le Tempest 2. Qui est le Tempest Mark 2 pour le nom du deuxième prototype. Et c'est vrai que cet avion,
il va remplacer le Mark V en escadrille. Très, très vite, ils vont dégager les Mark V, entre autres à cause des moteurs qui étaient un peu casse-couilles. Et ils vont, les derniers Mark V, les tout derniers Mark V dégageront en 49. Ils les garderont au Moyen-Orient jusqu'en 49, mais très très vite, ils basculeront sur... et là, ce que vous avez là, c'est même pas un Mark V. Puisqu'en fin de guerre, on va avoir un nouvel avion qui va arriver. Donc vous avez le Tempest Mark II, donc qui est le Tempest 2, on va l'appeler comme ça. Néanmoins, vous allez avoir une nouvelle variante du Tempest Mark V qu'on appelle le Mark VI. Regardez les... Voici le Mark VI. Ils vont en faire 142. C'est une amélioration du Mark V. Et regardez, ils ont mis les radiateurs du Mark I. Donc vous avez le radiateur qu'on connaît, mais ils vous ont mis les radiateurs d'ailes des Mark I. Donc voilà les Mark VI qui vont eux-mêmes remplacer les Mark V et qu'on retrouvera, on les retrouvera jusqu'en 1949. Les derniers seront retirés du service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... C'est compliqué, hein, le Tempest. Hein. Entre les Tempest... Donc vous avez les noms des prototypes, puis après vous avez les variantes, et ils vont beaucoup expérimenter. Regardez, ça c'est un Tempest qu'on connaît, Mark V, mais avec un Sabre 6, qui était un moteur un peu spécial. Hein, c'est le sabre 6. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc ouais, voilà c'est un proto, hein. Ils en ont... ça, voilà, hein. Sacré pif, hein. Sacré pif, hein. Un très très gros... un tarin, comme on dit. Un sacré tarin. Voilà. Donc ouais, vous avez toutes ces variantes. Comme dit, ils ont essayé de toujours pousser le truc plus loin. Donc vous avez les Mark VI. Donc ça, c'est un... Je suis même pas sûr que ce soit un Mark VI. Même pas sûr. Qu'importe. Donc là, vous allez avoir les Tempest 2, qui sont littéralement le futur, d'accord. C'est le futur. Ils vont commencer à remplacer les escadrilles. Eux vont rester longtemps en service. Ils vont faire la guerre de Corée. Hein, ils vont faire la guerre de Corée. On va les envoyer en Corée, les Tempest 2. Et on aura même après les... Ils vont en faire 450. Bel avion. Hein. Bel avion, hein, les Tempest 2. Hein. Donc vous avez vu un peu la... C'est un moteur différent. C'est un moteur radial. Et c'est vrai qu'on a du mal à... Putain, on a du mal à croire que c'est le même avion, en fait. C'est un Tempest. C'est issu du même programme. C'était des prototypes concurrents. C'est comme si deux compagnies avaient fait des avions différents pour le même appel d'offres. Et ben, il y a le Mark V qui était déjà prêt, on l'a pris. Puis le Mark II, vous voyez, tout est inversé. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais j'espère que j'ai été clair. Donc ouais, là, vous avez les Mark II. On va les retrouver en Inde. Ils vont les refourguer aux Indiens. Hop là. Il avait des problèmes de... Ouais, le Bristol Centaurus avait aussi ses problèmes. Hein, attention, hein, il n'était pas parfait. Hein. Ah ouais, il y a un Tempest qui revole depuis peu. Ils ont mis quoi comme moteur? Ils ont mis quoi comme moteur dans leur Tempest? Oh, j'irai voir ça. Je savais pas. Incroyable. Parce que c'est pas un avion facile à faire voler, hein. C'est comme les Focke-Wulf et compagnie. Et tu te dis, putain, ouais, faut avoir un moteur fiable dedans. Ou alors tu mets un moteur fiable moderne et tu mets un faux radiateur. Voilà. Putain, ils ont un Bristol Centaurus. Ok. Donc c'est un Tempest Mark II. Alors, c'est un Tempest Mark II si c'est en Centaurus. Donc ouais, ça c'est des... ils vont les refourguer aux Indiens. On va aussi en retrouver chez les Pakistanais. Les Pakistanais vont opérer, ça va être le début de leur Air Force. En 48, les mecs, le Pakistan, ils vont récupérer des... il a de la gueule, hein. Il a de la gueule, hein. Il fait bad boy, hein. Voilà, le Mark II, le Tempest 2, comme on l'appelle. Et ouais. On aurait... Alors, vous pouvez vous en douter, on est à la fin de l'ère des moteurs à piston, d'accord. C'est... Il y a les avions à réaction qui volent, hein. C'est le souci, hein. Et malgré cela, ils vont pousser ça encore plus loin, puisque on va avoir en 47, ils vont prendre le design,
Ça s'est fighté contre des jets. Ça s'est fighté contre des jets. Et surtout, regardez, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. Puisqu'en 47, ils ont fait une version ultime qui descend directement du Tempest 2. Avec, entre autres, ils ont essayé de mettre le napier sabre 7. Encore plus gros. Voici le Sifuri Mark 1. Vous avez après, ils ont mis les griffons. Vous avez eu des chiers. Ils ont poussé jusqu'au bout le merdier. Et on va avoir des variantes. Des variantes. Toute la dernière génération de ce qu'on appelle les Sifuri. Voilà. Qui seront embarqués sur la Royal Air Force. Hein. C'était la Royal Air Force, pardon, sur la Navy, sur les porte-avions. Et on va avoir les Sifuri qui vont faire le coup de feu jusqu'à la baie des cochons. Hein. Cet avion là, le Sifuri, on va le retrouver aux quatre coins du monde. Et même les Cubains en avaient au début années 60. Et c'est la dernière grande génération d'avions à piston. Et ça descend directement absolument, les Sifuri ont combattu des MiG en Corée. Ouais. Et ils se sont très bien comportés d'ailleurs contre les MiG-15. Et ouais, ça va être les descendants directs des Tempest 2. Plus que des Tempest Mark 5. Et c'est des sacrés monstres, hein, ces avions. Hein. Donc là, ouais, la belle bête. Je vais pas trop parler du Sifuri, du Hawker Sifuri, parce que je voudrais bien en faire peut-être un Warbird. Il y a des photos incroyables, et allez voir un peu la Corée, allez voir les Sifuri cubains, il y a pas mal de choses à faire. Oui, absolument, hein, ça a servi, ils sont arrivés vraiment à la toute fin. Les Tempest 2, puis les Sifuri sont quand même assez tardifs. Il n'y a que le Tempest Mark 5 qui a combattu pendant la guerre, à proprement parler. Mais ouais, c'est des avions qui sont quand même tardifs. Mais ils sont magnifiques. Et c'est la dernière grande génération d'avions à piston. Après ça, les derniers seront début années 60, milieu années 60, seront remplacés par des jets. Dans les pays qui avaient le moins de pognon. Mais c'est vrai que ils ont volé très tardivement. Parce que c'était sûrement le top de la technologie. On a poussé cette technologie jusqu'au bout. Et c'est difficile de faire plus. Les jets étaient pour le coup une meilleure tech sur le final. Surtout qu'après, vous aviez les turbopropulseurs qui eux étaient encore une autre tech, mais qui a permis aux hélices de survivre encore plus longtemps et sont encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plus de chasseurs à moteur à piston, c'est totalement obsolète. Mais ouais, donc c'est toute une série d'avions qui part du Typhoon. Et le Typhoon, bah, il vole en février 40, avant la bataille de France. On a du mal à imaginer que ce monstre-là, avec tous ses problèmes, ouais, il reste quelques Sifuri, il en reste encore un. Comme dit, c'est un avion qui a beaucoup volé après-guerre et pendant la guerre froide. Parce que c'était un excellent putain d'avion. Voilà. C'était un excellent putain d'avion. Et voilà. Les Seahawks à réaction, on les entraînait dans les ailes comme les Tempest. Mais tu sais, tous ces bureaux d'ingénieurs se sont beaucoup copiés les uns les autres et ont aussi ah ouais, là ça fonctionne, on va le faire chez nous. Et on teste et on essaie. Et ça fonctionne. Et c'est vrai que quand on a basculé sur Jet, on a gardé beaucoup de choses en termes de design, parfois des avions à hélice, pour le pire, parce que c'était des nouvelles technologies, mais bah, on faisait avec ce qu'on connaissait. Et c'est pour ça que certains des premiers jets ne sont pas forcément des bons avions. Parce que peut-être les gens qui les ont designés avaient trop les hélices dans la tête encore. Pareil pour les pilotes. Des bons pilotes sur piston, sur moteur à piston, faisaient pas des meilleurs pilotes de jet. Parce que ça se pilote pas de la même façon. Valait mieux repartir de zéro et réapprendre avec un jet que faire une transition de hélice sur jet. Voilà. Il n'y a pas des Tempest en Renault Race? Bonne question. J'ai pas vu d'image en tout cas. Pourtant, il aurait le gabarit pour, hein. Il aurait le gabarit pour. Attends, je vais aller voir, mais Tempest Racer. Très bonne question.
Non, en tout cas, j'ai pas une seule photo de... Ah ouais, en effet, c'est souvent celui-là, le Tempest qui revole. Oh, magnifique. Ah ouais, Only... bah, attendez, regardez. En effet, on me l'a fait noter qu'il y a un Tempest qui vole. Ça ressemble en effet à un Tempest 2. Ça ressemble à un magnifique Tempest 2. Donc en Bristol Centaurus. Oh, il est beau. Attendez, je vais vous le mettre. Je sais pas depuis combien de temps il vole. J'ai même pas fait gaffe. Regardez-le. S'il est pas beau. Sacré monstre, hein. Il y a du Sea Fury, ouais. Sea Fury sans doute. Le Tempest est quand même plus rare. Belle bête, hein. Donc ouais, mater un petit peu le monstre. Donc ouais, on a du mal à imaginer que tout ça vient directement du Hawker Typhoon et des énormes problèmes du Typhoon qu'il a fallu corriger en urgence. Et puis on s'est retrouvé avec plein d'avions avec des moteurs différents et la Royal Air Force a fait son marché. Propre, hein. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà pour le Tempest. Donc ouais, le super Tempest Mark V qu'on connaît est un peu en accident parce que la Royal Air Force n'en voulait pas. Et n'a pas eu le choix parce qu'il lui fallait un avion maintenant, le plus rapidement possible. Et le Centaurus, bah vous avez vu que le Centaurus, il est arrivé trop tard. Le Tempest 2 est arrivé trop tard, avril 45. Et au final, le Mark V, malgré ses défauts, a rendu d'incroyables services parce que c'était un putain d'avion qui envoyait du lourd. Du lourd. Malgré peut-être ses problèmes de performance à haute altitude. Même ouais, à haute altitude, dessus 6000 mètres. Mais ça compensé par une très grosse puissance de feu, une très très grosse vitesse. Ouais, un très gros avion. Et il y a un Tempest 5 en cours de restauration depuis quelques années, putain. S'ils refont voler un Tempest 5 sur Sabre, c'est un monstre, hein. Oh la vache. C'est quoi cette peinture? Bon, c'est un artwork que j'ai volé sur Google, hein. Donc ouais, belle bête. Très belle bête. Très bel avion. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Attends, quelle heure il est? Quelle heure il est? Parfait. 21h chez vous. J'ai le temps de couper mon stream et je le relance dans 15 minutes. On va se faire une revanche sur Task Force Admiral. J'aimerais essayer... Oh, ça ressemble... je sais même pas... Qui ose? Popeye. Haha, Popeye. Plus 1 sur le Lucha. Aucun problème, mec. 44 mois, tu regardes, merci. Hein. Le louch. Panzer de Lucha. Voilà. Voilà, parfait. J'avais raté la première session. Bah écoute, on va recommencer. Ça s'était pas trop mal passé, mais j'ai quand même fait un peu de merde. C'est moi qui te remercie. J'avais quand même fait un petit peu de merde. Donc je veux ma revanche. Et on va essayer de se refaire toute une phase propre. Et tout ça. Voilà. Et sinon, demain, on se fera un petit peu de Flotsam. Et après, on se fera du Divide and Conquer. On ira jouer sur Ago V3. Et on continuera notre petit run. Voilà. Bon, allez. Sur ce, les mecs, passez une bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure ou dans les prochains jours. Et bonne semaine et bon courage pour ceux qui sont au taf. Allez, ciao, ciao.